Bah alors Gladys, tu pars en vacances? Maintenant, Koza, c'est pour le travail. Je vais à la recherche du pétrole, direction la Nyanga. À moi la fortune, yes! Eh? Bon voyage alors. Alors, c'est vrai que le pétrole joue un rôle extrêmement important dans notre économie. Il en est le premier moteur depuis 1973 devant le bois. Aujourd'hui encore, il représente plus de 60% des recettes de l'État. Une vraie richesse donc, qui a notamment permis de financer des projets d'envergure. Et là, je pense à la construction du Transgabonais, à la gratuité de l'enseignement dans le public, à la construction des hôpitaux. Bref, il s'agit d'une ressource dont nous aurions du mal à nous passer. Raison pour laquelle on continue de fouiller sans cesse notre sous-sol pour en trouver. Dans cette émission, nous partirons donc à la recherche de l'or noir. Alors, où et comment trouve-t-on du pétrole? Ce seront les premières questions que nous nous poserons. Gladys plongera ensuite au cœur de l'exploitation de cette ressource essentielle pour notre pays. Oui, enfin, une ressource qui est en déclin, il me semble. C'est pas faux. On examinera d'ailleurs les solutions envisagées pour contrer cette baisse de la production à l'échelle nationale. Alors Gladys, ton vol il se passe bien? À merveille! On arrive sur le site de Panga, dans la région de Mayumba, afin de mener quelques recherches. Alors, tu dois le savoir, Kozas, il n'y a pas que Shell et Total qui exploitent le pétrole au Gabon. Il y a Morel et Pran, par exemple, que j'accompagne aujourd'hui. C'est le 4e producteur du pays. Et comme la majorité d'entre eux, ils travaillent en onshore, c'est-à-dire sur terre. Mais tu t'en doutes, l'aventure pétrolière ne date pas d'hier. Et surtout, elle ne se limite pas au Gabon. Le pétrole est utilisé depuis l'Antiquité, notamment comme mortier dans la construction. Mais ce n'est que 3000 ans plus tard qu'il prend toute sa valeur. Au 19e siècle, avec la naissance de l'ère industrielle, il est enfin reconnu comme source d'énergie et une véritable ruée vers l'or noir débute. Petit à petit, le pétrole devient indispensable. Transport, énergie, plastique, il s'impose comme la première ressource naturelle du XXe siècle et sa production mondiale monte aujourd'hui à plus de 10 milliards de litres par jour. Alors, tout ce pétrole ne s'est pas formé tout seul. Pour que le pétrole se forme, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Premièrement, il faut du temps. Vraiment beaucoup de temps. Tenez par exemple, le pétrole que nous exploitons aujourd'hui s'est formé entre 600 millions et 2 millions d'années avant notre ère. Incroyable, n'est-ce pas? Deuxièmement, il faut la présence d'un océan ou d'une mer et d'un fleuve. Je m'explique. L'océan est peuplé d'une multitude de petits organismes, des animaux, des végétaux, qui en mourant tombent au fond de l'eau et s'accumulent au fil du temps sur des centaines de mètres. En parallèle, des particules, des minéraux apportés par les fleuves et le courant se mélangent à ces organismes. Le tout forme alors une lourde couche qui durcit et s'enfonce petit à petit dans le sol, jusqu'à atteindre les 4000 mètres quand même. Alors, à cette profondeur, la température avoisine les 150 degrés Celsius. Et le poids de toutes les roches qui se trouvent au-dessus fait pression sur le précieux mélange. La grande cuisine peut commencer. Elle va durer des millions d'années. Les organismes vont peu à peu se transformer en liquide, c'est-à-dire en pétrole. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu as dit qu'il fallait une mer ou un océan. Pourtant, on trouve aussi du pétrole sur la terre ferme, non? Ne me dis pas que je suis venu ici pour rien, Kozas. Pas de panique, Gladys. Tu es sur la bonne piste. En fait, quand la formation du pétrole a commencé, il y a quelques centaines de millions d'années, la mer recouvrait les terres sur lesquelles tu te trouves. C'est simplement qu'au fil du temps, l'eau s'est retirée.
C'est aussi le cas de la région de Port-Gentil, où l'on trouve une multitude de compagnies pétrolières. Ouf, tu m'as fait peur. Ben, il ne me reste plus qu'à trouver la trace de ces réservoirs de pétrole. C'est l'objectif de la campagne qui se déroule ici. En fait, au début du siècle, les techniques étaient un peu sommaires. Il s'agissait essentiellement de repérer les endroits où le pétrole ressortait à la surface. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas pour tous les réservoirs. Certains restent bien étanches, enfouis sous terre. Et eux, pas moyen de les voir à l'œil nu. Et heureusement pour moi, la technique a évolué. On est maintenant capable de les voir sous terre. Et ça, grâce aux analyses sismiques. Crois-moi, c'est assez étonnant. Mais avant, chers décodeurs, port de l'équipement obligatoire. Bon, le but est de sonder le sous-sol. Expliquez-moi comment ça marche, cette analyse sismique. C'est le principe de la réflexion. On a une source d'énergie qui, ici, ce sont des explosifs, une petite charge explosive qui est enterrée dans le sol à 7 mètres. Et on plante des géophones qui sont des récepteurs. Ce sont eux qui vont récupérer l'énergie, les vibrations donc, qui ont été transmises dans le sol par la charge quand elle a été amorcée et explosée. Et il faut une technique particulière pour poser les géophones? L'important, c'est de poser le géophone bien vertical. Bien vertical. Et de bien le coupler avec le sol, puisque c'est la condition première pour que la vibration reçue soit bien réceptionnée par le géophone. C'est bon comme ça, Christian? Voilà, ça va. On peut même appuyer un peu avec le pied si nécessaire. Ah, c'est autorisé? Oui, oui. Aucune crainte. Il faut le traiter avec, sans brutalité quand même. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça va nous apprendre, ces géophones? Quelle est l'information? Quand on va obtenir une image du sous-sol, et quand on aura fini l'exploitation de ces profils, c'est-à-dire qu'on aura fini notre succession de tirs et d'enregistrements sur les géophones, tout ça sera transmis par des câbles à un laboratoire d'enregistrement qui permettra, quand on aura fini l'étude, de trouver les endroits où le pétrole a pu s'emmagasiner. Ici, c'est bon? Ouais. Donc, une fois tous ces géophones posés, on peut faire exploser, c'est ça? Oui, mais il faut que ça soit posé sur des kilomètres. Et après, quand tout a été posé, tester évidemment, parce qu'il faut vérifier que tout fonctionne. Ok, Kozas. J'ai encore du boulot avant que le sous-sol ne nous livre tous ses secrets. T'emballe pas, juste une partie de ces secrets. Parce que, comme le disait Christian, ces études sismiques permettent uniquement de savoir si les conditions sont propices à la présence du pétrole. Par exemple, il faut trouver une roche-mère, la roche dans laquelle le pétrole se trouve. Et oui, contrairement à ce qu'on pense, les réservoirs de pétrole ne sont pas de grands lacs souterrains. Il s'agit plutôt d'une roche éponge dans laquelle le pétrole s'est infiltré au cours du temps. Autre indice de la présence du pétrole, une roche imperméable qui aurait enfermé cette grosse éponge et contenu le pétrole pendant toutes ces années. Bref, une fois toutes ces observations faites, il n'y a qu'une seule manière de s'assurer que la précieuse huile est bien là. Il faut percer. C'est ce qu'on appelle un forage. Alors, l'idée est donc d'atteindre la roche-mère qui contient aussi de l'eau et du gaz qui se sont formés en même temps que le pétrole. Ils s'agencent dans l'ordre suivant: eau, pétrole et gaz. Une fois que l'on perce au bon endroit, eh bien, le pétrole remonte naturellement à cause du gaz. Et Kozas, je suis à Onal, près de Lambaréné. Et cette fois-ci, je suis presque sûre de trouver du pétrole. En fait, ce champ est déjà exploité par Morel et Prom, qui continuent les fameuses campagnes de forage dont tu parles, pour construire toujours plus de puits. Allez, je t'emmène faire la balade. Et pour cela, ils vont percer une roche à plus de 1000 mètres de profondeur.
On utilise une tige qu'on agrandit au fur et à mesure, au bout de laquelle on va fixer ce qu'on appelle un outil. Et ce sont ces pièces en acier extrêmement résistantes qui vont permettre de forer les différentes roches. De belles dents. Alors dites-moi, à ce niveau du forage, est-ce qu'on peut savoir à combien de mètres de profondeur vous faites? Là, on est à environ à 1260 mètres. On fore depuis à peu près 14 jours. Là, si vous voulez, on va estimer dans 2 jours, on a fini. Alors, mais dites-moi, pourquoi on ne fore pas directement d'un coup? Si on forait tout d'un coup, si vous voulez, vous avez des terrains en surface qui sont plus fragiles que les terrains au-dessous. Donc, le puits pourrait s'effondrer, tout simplement. Vous voulez, on va forer une première phase dans des conglomérats, des espèces de graviers. Pour pas qu'elle s'effondre sur la prochaine phase de forage, on va la protéger avec un culvage et un ciment. Après, on descend un outil plus faible en diamètre et cette première phase ainsi protégée, on va pouvoir continuer le forage dans une phase qui est différente puisqu'après nous ferons des argiles. Et ce qui explique que ça prenne autant de temps. Mais est-ce qu'il y a également des mesures de sécurité à Il y a prendre sur une énormément plateforme? de mesures de sécurité dans notre métier. Il peut y avoir le feu, il peut y avoir du gaz qui vient du puits, une étincelle, le feu. Et il peut y avoir des accidents liés à la hauteur. Donc on est drastique. Tous les gens que vous avez ici sont entraînés parfaitement pour éteindre un incendie, pour protéger le puits. Ils ont une formation très solide concernant la sécurité. À côté de tout ça, Cosas, on injecte une sorte de bois en permanence qui permet de maîtriser le forage et de faire ressortir les débris de roche. Ces débris vont être analysés au fur et à mesure pour tout connaître des roches que l'on perce. Mais ce n'est seulement qu'à la fin du forage qu'on pourra savoir s'il y a beaucoup de pétrole ou pas. Tu te rends compte? C'est impressionnant. Eh oui, l'incertitude fait partie du jeu, ma chère Gladys, à tel point que seul un forage sur 7 aboutit à la découverte d'un gisement exploitable. Si c'est le cas, le forage va être transformé en puits pour mesurer son débit et évaluer la productivité du gisement découvert, donc savoir s'il est rentable. Et par la suite, d'autres forages et d'autres puits viendront confirmer cette rentabilité. Et peu à peu, le pétrolier passera de l'exploration à la production. Mais si l'on prend autant de précautions avant d'entrer en production, eh bien c'est parce que cette décision est loin d'être anodine. Oui, produire régulièrement coûte excessivement cher. Parce qu'il faut construire des infrastructures lourdes pour stocker et acheminer le pétrole, il faut installer ses employés et leur offrir un cadre de vie correct. Mais surtout, il faut répondre à des normes de sécurité drastiques. Et donc par conséquent, l'exploitant a tout intérêt à être sûr de produire suffisamment pour amortir ses frais d'installation et d'entretien. Ça y est, Cosas, le puits est enfin prêt. Les tuyaux ont été changés. Une espèce de gros robinet a été posé. On va pouvoir extraire du pétrole. Bah dis donc, il est tout petit ce puits. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus conséquent. Détrompe-toi, Cosas. Ce que tu vois, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En fait, il y a un réseau de canalisation souterraine qui permet d'extraire et d'acheminer plus de 47 000 litres de pétrole par jour, rien que pour ce puits. Et si on compte les 4 puits de la plateforme, on monte à plus de 120 000 litres par jour. Et toute cette production, elle est gérée par un centre de contrôle. Viens, je t'emmène. Ouais, vas-y, lance la 127, 127. Florent, est-ce que tu peux me regarder les paramètres de fonctionnement zonal 1400? De pression, on est à 0. Ouais, les gars, vous êtes arrivés sur 1400. Ici, les techniciens contrôlent la production des puits à l'aide de ces ordinateurs. Regarde, Cosas, le mien, il est juste là.
Ah ouais? Ghislain, dites-moi, tous ces puits produisent combien en tout? Ben, le champ d'Aunal est composé de 90 puits aujourd'hui qui font une production de 25 500 barils par jour. Si vous essayez de faire la conversion en litres? Ben, notez qu'un baril équivaut à 159 litres. Ceci dit, 25 500 barils nous emmène à faire une estimation de 4 millions de litres. Et là, ça me parle plus. Expliquez-moi clairement, qu'est-ce que l'on surveille ici? Ça, c'est une salle de contrôle dans laquelle on a accès en fait aux différents paramètres de fonctionnement d'un puits. Sachez que sur nos 90 puits, on a 2 puits seulement qui sont éruptifs. Donc, entendez par éruptifs des puits qui produisent seuls sous l'effet de la pression. Voilà. Et donc, le reste des puits sont définis comme activés, ça veut dire équipés de pompes. La pompe, ici, dans notre cas, va nous permettre de remonter le fluide. Généralement, un puits est produit au début de façon naturelle, donc éruptive. Et maintenant, avec le temps, on peut assister à une baisse progressive de pression du réservoir. Donc, cette baisse peut, à un moment donné, justifier la nécessité d'équiper le puits de la pompe, puisque baisse de pression du réservoir équivaut à difficulté ou voire incapacité du fluide à remonter tout seul. Donc, dans ces conditions, on équipe le puits de la pompe. C'est comme lui apporter plus d'énergie pour pouvoir remonter le fluide à la surface. Tu vois, Cosas, avec ces pompes, on peut continuer l'exploitation du gisement. C'est vrai. Mais comme tu viens de nous le démontrer, Gladys, plus on exploite les réservoirs, moins ils produisent. On peut certes maintenir l'exploitation grâce à des astuces, mais cela ne peut pas se faire éternellement. Et oui, malheureusement, les réservoirs ne sont pas infinis. Cela explique le déclin de la production nationale que l'on peut observer aujourd'hui. Face à cette situation, l'État a mis la main à la pâte en créant la GOC en 2012. Jusqu'à cette date, le secteur pétrolier était exclusivement représenté par des opérateurs privés. Qu'il s'agisse d'exploitation onshore, sur terre ou offshore, en mer. La GOC donne donc à l'État un regard d'expert sur la production de sa richesse, notamment en étudiant les solutions qui permettraient de contrer le déclin de la ressource pétrolière. Nous avons au Gabon une production journalière d'à peu près 240 000, 230 000 barils jour, qui décline depuis des années, depuis 1997. Donc il va falloir qu'on s'attaque et qu'on regarde les champs marginaux pour donc arrêter ce déclin. Alors pourquoi s'intéresser aux champs marginaux? Disons que c'est un champ qui est découvert, qui a des volumes moindres et en termes économiques qui n'est pas forcément rentable pour certaines personnes. Ces champs ont été découverts, il n'y a pas besoin de recherche. Donc il faudra amener de la technologie pour baisser les coûts et pouvoir sortir ce brut du sol. Donc il y a beaucoup de champs marginaux qui ont été découverts au Gabon. S'intéresser à leur développement est une partie de la stratégie de Gabon Oil et nous les regardons. C'est un problème d'ampleur nationale parce que nous pensons qu'il faudra développer toutes les ressources qui existent, non seulement pour les générations présentes, mais aussi pour les générations futures. La multiplication des puits ou la réhabilitation de certains gisements est une première solution pour faire face à ce déclin. Mais il existe une seconde voie. Alors ici, nous voyons l'ensemble des zones exploitées ou explorées à l'heure actuelle. Une bonne partie sur la terre ferme ici et une autre en mer, souvent proche des littorales. Mais pour donner un second souffle à la production du pétrole, il nous faut aller chercher là où on n'a pas encore mis les pieds, au large de nos côtes, ici, à quelques milliers de mètres sous la mer. C'est ce qu'on appelle un forage profond, voire ultra profond. Qu'est-ce qu'on attend alors pour se lancer? Eh bien, en fait, extraire du pétrole dans ces conditions est un véritable défi, ma chère. Non seulement parce que, quand on descend à plus de 1500 mètres, la température ne dépasse pas les 4 degrés Celsius, mais aussi le poids de l'eau est très important à cette profondeur. Alors, ces deux facteurs, basse température et haute pression, font que le pétrole se fuserait presque instantanément dans les conduites classiques. Il nous faut donc concevoir et utiliser des tuyaux bien spécifiques afin de permettre au pétrole de s'écouler du fond jusqu'à la surface. Et ces installations doivent être aussi extrêmement robustes, parce qu'ils doivent faire face aux courants sous-marins, aux ouragans, à la tempête. Bref, tout cela rend l'exploitation ardue et coûteuse.
Mais malgré toutes ces contraintes, l'ultra-profond reste le prochain grand relais de production du pétrole. Et ça s'explique. Il représente près de la moitié de notre potentiel exploitable. Hé là, ne reste pas longtemps là-haut, s'il te plaît. Tu me donnes le vertige. Bon, en attendant, si on veut avoir le meilleur pétrole possible, il faut lui faire subir quelques petits traitements, qu'ils soient en mer ou sur terre. En fait, quand le pétrole sort du sous-sol, il est mélangé à de l'eau et du gaz qui sont naturellement présents avec lui dans le réservoir. Donc, on va trier tout ça dans des installations qui sont là juste derrière moi. Et après, on va laisser le pétrole reposer tranquillement dans ces grandes cuves que tu vois juste là, Cosas. Une fois bien nettoyée, l'huile file directement dans ce pipeline. Direction Koukal, plus de 120 km de tubes souterrains permettent de l'acheminer. Puis, elle sera vendue à Port-Gentil au prix du marché, soit environ 100 $ le baril, à des acheteurs locaux, mais surtout internationaux. En effet, Gladys, le commerce du pétrole est entièrement mondialisé. Qu'il soit vendu à l'international ou au sein de notre pays, le prix reste le même. Un prix défini par les lois du marché. À 100 $ le baril et plus de 220 000 barils par jour, son exploitation représente un enjeu crucial pour notre économie. Ça, nous l'avons compris. Il est essentiel de maintenir une production la plus élevée possible, de la contrôler et d'essayer de découvrir toujours plus de gisements. Mais gardons à l'esprit que cette ressource n'est pas infinie. Le Gabon dispose d'autres richesses qu'il faudra continuer de développer pour préparer l'avenir. Qu'est-ce que tu fais là, Gladys? Tu vas pas me croire, Cosas. Morel et Prom m'a donné un petit bidon de pétrole en souvenir. Mais ne me dis pas que tu l'as mis tel quel. Si, pourquoi? Parce que c'est du pétrole brut, Gladys. Ce n'est pas de l'essence. Il faut le transformer avant de le mettre dans ton réservoir. Mais ça, c'est une autre histoire. Cosas, qu'est-ce que je fais maintenant? T'as plus qu'à attendre la dépanneuse, ma chère pisteuse. Attends, je te l'appelle tout de suite. Moi, je vous dis au revoir, chers téléspectateurs, et merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous désormais sur notre page Facebook, ça s'explique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un prochain numéro. Ça s'explique. Ciao!